Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Dans les épisodes qui vont suivre, tu découvriras le parcours inspirant des invités que j'ai eu la chance de recevoir. Avec eux, on parle entrepreneuriat dans le domaine du fitness, du coaching et de la santé, ainsi que de l'une ou l'autre de leurs spécialités. Mais avant tout, l'important c'est de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors si tu auras pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'enregistrer, n'oublie pas de lâcher un pouce sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify et de partager sur toutes tes plateformes. Installe-toi confortablement, le podcast commence maintenant. Hello Flo, bienvenue dans le podcast. Salut Ken, trop Comment tu contente vas? d'être dans... Très bien, Cool. merci. Trop contente d'être dans ton podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour l'enregistrement de ce podcast numéro 3. Euh, bon, moi, je te connais bien maintenant. Ça fait un petit moment qu'on a la chance de se connaître et de collaborer de près ou de loin sur différents projets et puis d'avoir l'opportunité d'échanger sur les différents domaines qui nous passionnent mutuellement. Est-ce que, Flo, tu pourrais te présenter aux gens qui écoutent le podcast, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Flora Vitz, je suis originaire du Pays de Gex, donc proche de Genève, du côté français de la Force. Mhm. J'ai fait des études de management à Paris et après j'ai bossé dans l'événementiel à Annecy Ouais. avant de partir me chercher et chercher la suite de ma vie en Amérique centrale pendant plusieurs mois. Et période pendant laquelle j'ai eu une proposition que j'ai pas pu refuser d'ouvrir une salle de sport dans le Pays de Gex Mhm. sur un projet qu'on construirait de A à Z. Et Ok. du coup, j'ai ouvert cette salle en 2016. Et depuis, bah, j'imagine qu'on va parler de toute la suite, mais voilà, la salle tourne bien avec une équipe de 11 personnes et plein d'autres projets autour. Ok, cool. Ouais, alors effectivement, on va développer ça. La première question que j'ai envie de te poser, c'est les études que tu as fait, est-ce que dans ta tête, tu t'étais dit un jour, ah bah voilà, je vais ouvrir une salle, ou est-ce que tu avais toujours voulu faire ce métier ou pas? Pas du tout. Ok. Et pas du tout. Et je vais même te dire, j'étais même jamais inscrite en salle de fitness. Donc, c'est beau. Je suis Ouais. allée la tête dedans. Euh, non, j'avais commencé à me dire assez vite dans ma carrière qui a duré, ma carrière salariée qui a duré 2 ans. Je me suis assez vite dit, peut-être que je suis faite pour entreprendre. Mhm. Mais pour moi, entreprendre, c'était avoir l'idée du siècle et changer le monde, quoi. Mhm. Et du coup, je me disais, bah là, j'ai pas d'idée, donc je vais pas entreprendre. Et puis après, Ok. j'ai compris que entreprendre, ça peut aussi être ajouter juste un nouveau service qui n'existe pas dans une localité particulière et Mhm. pas forcément changer le monde de manière universelle. Mhm. Et du coup, c'est pour ça que quand on m'a proposé l'opportunité de la salle, finalement, ça a fait sens assez vite. C'était un projet défini aussi bien dans le temps que dans l'espace. Et moi, comme j'étais en voyage, j'avais le temps de bien réfléchir à ce que je voulais faire et aux valeurs que je voulais mettre dedans. Mhm. Et ça s'est fait un peu comme ça. Ok. Tu m'offres une transition rêvée du coup parce que tu as parlé des valeurs que tu voulais mettre dans ce projet. Ouais. C'est un des buts du podcast, c'est de comprendre quelles sont les valeurs des gens que j'ai la chance d'interviewer et de comprendre comment ces valeurs sont satisfaites à travers leur activité pro. Du coup, euh, peut-être pas quelle est la valeur, mais quelles sont certaines des valeurs qui sont présentes dans ton club et qui aujourd'hui résonnent avec tes valeurs à toi. La toute première, c'est l'authenticité. Mhm. Euh, L'avantage que j'avais, comme je te dis, j'avais même jamais été inscrite en salle de fitness. Donc, en fait, je connaissais rien au milieu. J'étais vraiment une newbie. Donc, j'ai tout appris sur le tas. Et en même temps, du coup, j'arrivais complètement vierge de qu'est-ce qu'est ce métier. Et du Mhm. coup, j'ai pu arriver vraiment avec mes valeurs et ce que moi j'avais envie de faire. En plus, dans une région que je connais bien parce que j'y ai grandi et qui est une région dortoir où bah, tout le monde bosse à Genève et dans le Pays de Gex, il se passe pas grand-chose. Et il y avait Mhm. beaucoup de besoins en fait de lien social, de convivialité, parce que il se passe justement pas grand-chose. Donc voilà, authenticité, déjà ça, c'était par rapport à qui je suis. Je voulais que ce soit un lieu vrai, Mhm. un lieu où on se sente bien. Convivialité, parce que Mhm. comme je te dis, une région où il y a peu de lieux de vie, quoi. Il y a 2 bars et puis après, c'est tout. Et du coup, c'était important pour moi de faire un vrai lieu de vie autour du sport. Euh, et la bienveillance aussi, c'était très important. Moi, ne venant pas du milieu, et puis même
globalement, étant qui je suis, je trouvais important qu'on puisse avoir un lieu où on s'occupe bien des gens Mmh. via le sport. Et d'ailleurs, ça nous a beaucoup servi après pendant le Covid, et cetera, où bah, ces valeurs-là nous ont permis de continuer à nous occuper des gens, même Mmh. quand on pouvait plus faire ce qu'on était censé faire au sein de la salle. OK. Quand tu parles donc de ta salle qui s'appelle, la salle, La salle, la c'est ça. salle exactement. D'ailleurs sur votre logo, on voit, la volonté d'exprimer des valeurs de manière subtile. C'est une petite maison avec un cœur, Ouais, c'est juste, hein? ouais. OK. Alors, pour la On voit petite histoire, le cœur a pas toujours été là. OK, et il est venu comment c'est quoi le contexte qui fait qu'il s'est rajouté? Le cœur s'est rajouté à la période Covid, justement. OK. En fait, on a juste non, juste avant. Bah, parce que justement, il y avait ce côté maison, cocon aussi parce que la salle, c'est un projet familial, mais parce que Mmh. comme je disais, je voulais que ce soit, je l'ai vraiment pensé comme un tiers-lieu. Au départ, je le voyais comme, l'endroit qui est ni ta maison ni ton boulot, mais qui est vraiment l'autre lieu dans ta vie où Mmh. tu passes, la plupart de ton temps. Et du coup, c'est pour ça que la maison, c'était très important. Et le cœur, je sais plus exactement quand est-ce qu'il est arrivé, mais je pense que voilà, c'était vraiment pour ajouter ce côté, amour, bienveillance, convivialité, tu vois? Mmh. Et puis on l'a beaucoup réutilisé après, pendant le covid et on s'est dit que c'était aussi un truc assez central à nos activités, aussi bien pour le côté, cardio, tu vois? Qu'on va avoir dans le sport, que Mmh. le côté bienveillant. Voilà. OK. Tu as pas de background, fitness, et puis après je continue, mais c'est juste pour repréciser le contexte, mais tu as un background sportif? Ouais. OK. C'est quoi ton background sportif? Même si je sais, mais les gens ne savent pas qui écoutent. Alors bon, plus jeune, j'ai fait beaucoup d'équitation, donc on OK. va dire que c'est pas du sport Je pour certains. pense que certains toute personne qui n'est jamais montée sur un cheval pendant 1 heure, enfin toute personne qui est déjà montée sur un cheval pendant en tout cas 1 heure sait qu'elle a sait que c'est du sport. Bah, alors, j'ai l'impression que c'était une autre vie parce que j'ai arrêté, je pense que j'étais au lycée, mais voilà, petite, c'était beaucoup ça. Après, quand je bossais à Annecy, bah, évidemment, tout ce qui est sport d'hiver, Mmh. snowboard, randonnée, escalade, et cetera, que j'ai jamais fait de manière, sérieuse, on va dire, en tant qu'athlète, mais que j'ai beaucoup pratiqué. Et mon grand amour, on va dire, des 10 dernières années, la boxe. Donc Mmh. j'ai commencé par la boxe anglaise, j'ai fait un peu de MMA et après j'ai combattu en kickboxing et en K1. OK. Donc ça s'est pété des gueules en gros. Bah, depuis, voilà, mon dernier combat, c'était en 2019 quand même, donc ça remonte. Ouais. Et puis depuis, j'ai eu un enfant et un deuxième qui arrive, donc je pète moins de gueule. Mais voilà, Mais je reste prête. mais je reste prête OK. au cas où. C'était juste, important pour moi de définir le background, sportif parce qu'il y aura, une question, plus tard qui reviendra là-dessus. On revient sur la salle. Quand tu parles de ta salle, tu parles de social gym. Ouais. Donc on parle pas d'une salle de fitness, on parle pas d'un gym, on parle pas de juste une salle, tu parles d'un social gym. Heu, Tu l'as expliqué et c'est clair, les 3 valeurs prédominantes, c'est l'authenticité, la convivialité et la bienveillance. Ça, c'est, heu le fait de le dire. Un jour, tu m'as dit une chose, je me faisais interviewer et tu m'as dit un truc qui m'a marqué. Tu m'as dit: «Tu dis que tu es à l'écoute, mais tu fais que de parler». Tu dis ça? Oui, tu m'as dit ça. Oh! Mais c'était bien, moi j'apprécie les remarques qui font quelque chose de constructif. Du coup, les valeurs, c'est l'authenticité, la convivialité et la bienveillance à la salle, mais comment est-ce qu'elles s'expriment ces valeurs-là? Comment est-ce que vous les démontrez? J'aime bien que tu poses cette question parce que ça a été un gros travail. J'imagine. Ouais, ça a été un gros travail de l'intégrer, aussi bien pour, bah, de se l'appliquer à nous-mêmes et puis, de l'appliquer à mon équipe parce qu'une équipe, ça se construit pas, comme ça et il m'a fallu, au moins 6 ans avant d'avoir, une équipe stable et solide, comme j'ai aujourd'hui, sur qui je peux compter pour, les 10 prochaines années, j'espère. Et on a fait beaucoup de travail en intelligence collective, en coaching, tests de personnalité les uns les autres pour, justement travailler là-dessus. Heu, Aujourd'hui, comment ça s'exprime? Ça s'exprime déjà par le fait que personne n'est là pour jouer un rôle. C'est-à-dire que les coachs, ils se regardent pas dans le miroir, ils sont pas en débardeur à montrer leurs abdos, leurs pecs, Leur enfin, tu vois? forceps. Voilà, leurs biceps. Non, ils sont vrais. OK. Tous les gens qui composent l'équipe de la salle aujourd'hui,
ils viennent avec, comme chez McDo, et venez comme vous êtes. Mmh. Ils sont comme ils sont, on leur demande pas de changer, déjà eux. Mmh. Ils apportent chacun leur, touche, et chez nous, on n'a pas de cours, chorégraphiés comme les Smiths et autres. C'est vraiment chaque coach fait ses cours comme il l'entend, et donc chaque coach peut amener sa patte aussi, et montrer son authenticité et sa personnalité là-dedans. Mmh. Après, c'est très important pour nous, et ils le font, naturellement, hein. C'est pas un truc où ils sont obligés, ils ont une prime s'ils le font bien. Ils connaissent les prénoms de tout le monde, ils s'intéressent à tous les gens qui arrivent dans leurs cours, et ça franchement, moi je vais tester des salles tout le temps, et ça m'arrive vraiment, 1 fois sur 10 que le coach me demande, qui je suis, d'où je viens et est-ce que je vais revenir ou pourquoi je suis là pour la première fois. Ça n'arrive jamais ou Mmh. très peu, et nous, les coachs, ils le font tout le temps. Ils s'intéressent. Bah, pourquoi tu es là pour la première fois? Tu viens de t'installer dans la région, tu reprends le sport, tu as des blessures, bref. On s'intéresse sincèrement aux gens, Mmh. et ça, c'est hyper important, et du coup, bah, la convivialité, elle se passe aussi bien dans les cours qu'après dans tout ce qui est, post-cours. On fait beaucoup d'apéros, beaucoup de stages, beaucoup de moments de convivialité justement avec nos Mmh. adhérents, OK. et c'est comme ça que ça s'exprime au quotidien. Est-ce que cette, capacité ou en tout cas cette volonté d'aller vers les clients, de s'intéresser à eux, d'où est-ce que tu viens, comment tu t'appelles, est-ce que tu as des blessures, par exemple quand quelqu'un intègre un nouveau cours, c'est quelque chose qui est dans le cahier des charges, des gens qui travaillent à la salle? C'est quelque chose qui est exprimé de ta part au début dans ce que tu veux qu'ils mettent en place? Ou est-ce que c'est dans la sélection des profils que tu vois que les gens ont la capacité de faire ça naturellement? Ouais, c'est une très bonne question, parce que évidemment les premières années, quand on se rendait compte que c'était pas exactement ce qu'on voulait, on a commencé à faire des cahiers des charges, à faire des règles, à dire: «Il faut faire ci, il faut faire ça», à faire le livret du coach, et cetera, et après on s'est rendu compte qu'il fallait juste qu'on recrute des personnes qui nous correspondaient plus. Voilà. Bon, bah, Voilà, le podcast est donc fini, c'était sympa Flo, merci c'est ça. beaucoup. Non, mais c'est bon, il y a un gros truc aussi, c'est que moi j'ai ouvert la salle, j'avais 24 ans, et du coup, oui, j'avais fait, une super grande école de management, mais en fait, ça s'apprend sur le terrain, hein, ça s'apprend pas à l'école. Donc donc j'ai dû aussi peaufiner, tu vois, mon management, peaufiner, ces valeurs. Je les avais mises sur papier, certes, mais savoir les faire, les transmettre, savoir, les faire transmettre aussi à l'équipe, et cetera. Trouver la bonne distance avec son équipe. On est dans un milieu qui est à la cool. Donc, je suis une femme, une jeune femme de 24 ans qui gère, quasiment que des hommes, pour beaucoup parfois plus âgés que moi. Dans des milieux aussi, on a une grosse connotation sport de combat dans la salle. Donc voilà, je te cache pas que parfois c'était pas évident de trouver la bonne place et la Mmh. juste distance. Donc ça a pris du temps. Ça a pris du temps de, à la fois, moi, affirmer ce que je voulais que la salle soit, Ouais. sans laisser trop de place non plus aux spécificités de chacun. Parce qu'on a Mmh. parlé de l'authenticité de chacun, ce qui veut dire que moi, si un coach me dit: «J'ai envie de développer ça», j'avais envie de lui dire: «Oui». Ouais, Mais parfois, après, il y en a qui prennent trop de place. OK. Donc il faut aussi savoir doser ça et donner la bonne ligne directrice, tout en laissant de la place aux gens, sans pour autant leur permettre de faire dévier le navire. Et ça, c'est une distance qui est pas évidente à trouver, et qui prend des années évidemment à affiner. Et sur le côté, choisir les bonnes personnes, bah, je me suis beaucoup formée. Je Ouais. me suis beaucoup formée avec les tests de personnalité, comme on en a déjà parlé, et Mmh. cetera. Parce que, comprendre comment fonctionne chaque personne et qu'est-ce qui les anime au fond, finalement, c'est ça qui définit si on va réussir à faire une équipe qui tourne, ou pas. OK. Donc j'imagine que tu as pu te retrouver en entretien d'embauche, face à quelqu'un qui, en termes de hard skills et de compétences techniques et théoriques était, super bon, Mmh. mais qui, humainement, pas que c'était c'était pas bon parce que ce serait un peu dur à dire, mais dont les valeurs profondes, collaient pas forcément avec la salle? Plein de fois. OK, Plein d'accord. de fois, et pour te dire, à la salle, en fait, au final, avec le recul, tu vois, ça fait 8 ans, heu, j'ai aucune personne que j'ai recrutée via offre d'emploi, Mmh. avec qui ça a marché. OK, Les donc tu les as recrutés C'était comment? des opportunités, c'est-à-dire OK. qu'à un moment, la personne, je la connaissais déjà, et puis il y a eu l'opportunité qu'il y a eu une place, je l'ai appelée, je lui ai dit: «Tu es pas dispo, tu veux pas venir?» C'est le cas Mmh. de Mathieu, mon associé maintenant, qui est arrivé en 2017.
Son prédécesseur est parti au bout d'un an. Mathieu, il était à Rennes. Je l'ai appelé, je lui ai dit: «Tu veux pas venir? Ce serait cool». Et puis il est venu. Hem Et tous ceux que j'ai recrutés sur offre d'emploi, ça l'a pas fait. Et puis tous ceux que j'ai recrutés parce que, ils étaient là au bon moment, au bon endroit et qu'on a eu une bonne discussion et qu'à un moment on s'est dit: «Tiens, ça pourrait le faire», Mmh. bah, ça l'a fait. OK, OK. Hem je remarque, donc du coup là sur le 3e enregistrement, du podcast, ce qui est actuellement le plus, compliqué pour moi, c'est que je dois processer l'information que mes invités me donnent, y Mmh mh. réfléchir parce que c'est des propos qui sont super intéressants et puis du coup réussir à poser une question, qui est pertinente, ensuite. Pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui va me permettre de chercher la prochaine question, je me suis rendu compte en venant à la salle, tu m'as demandé de venir pour parler de vente avec ton équipe Mmh. et en fait, j'ai trouvé, l'accueil très agréable et très chaleureux et j'ai trouvé que mon intervention était bien accueillie et pas, «Ah, le mec qui vient de l'extérieur, va venir, pas foutre le bordel, mais nous apprendre son truc et effectivement, j'ai trouvé l'équipe bienveillante. Je trouve intéressant que tu dises, que, les meilleurs profils, c'est pas ceux que tu as recrutés par offre d'emploi. Selon toi, ça peut venir de quoi ça? Pour moi, c'est que ça c'est peut-être pas le cas pour toutes les entreprises, mais nous, on est une entreprise avec une âme très forte. Mmh mh. Hem Et du coup, ça veut dire qu'on a besoin que les gens soient quand même un minimum, connectés à ce qu'on transmet, Mmh. intéressés. Et ça se je veux dire, je sais pas comment dire. Hem, Ça se transmet vachement et c'est beaucoup plus fort quand les gens viennent d'eux-mêmes OK, avec, avec une demande, avec une sollicitation, avec, ou quand ça se fait dans le cadre d'une rencontre, tu OK. vois? Un des derniers qu'on a recruté, c'est un jeune coach. Il avait déjà postulé apparemment 2 fois à la salle, Mmh. pour faire des stages, alors probablement à des périodes où ça marchait pas pour nous et je m'en souvenais pas. Et je l'ai recroisé dans un entre coach qu'on a fait et là, à ce moment-là, on a échangé et très vite, finalement, il a rejoint l'équipe. Donc je pense que ça se fait aussi quand on se retrouve sur des intérêts communs ou sur des valeurs communes ou sur des projets communs et on se dit: «Tiens, on a quelque chose à faire ensemble». Mmh. Quand c'est ju et quand c'est juste, même si c'est déjà énorme, hein, je suis Mmh. d'accord, quand c'est juste le fait d'avoir besoin d'un job et d'un salaire, bah, pour nous, malheureusement, à la salle, ça suffit pas. Parce qu'aussi les jobs à la salle sont hyper polyvalents et pas polyvalents dans le sens, qu'on trouve parfois dans le fitness où tu vas faire, beaucoup de serviettes et de ménage. Il y en a un peu, mais hyper polyvalents dans le sens où, il faut s'adapter à beaucoup de choses en même temps et être capable de mener beaucoup de projets en même temps Et de et être suivre le chaque rythme de flow. et de suivre le mien, mais tu verrais Mathieu, il est il est bien aussi en termes de rythme. Oh, j'ai pas de si vous vous entendez aussi bien et que ça fonctionne depuis aussi longtemps, je me dis que c'est pas un pur hasard. C'est ça. On rigolait sur l'astrologie ce matin avec une partie de l'équipe, donc je suis Sagittaire, Mathieu est Bélier, donc ça va fort. OK. Tu es multitâche, tu as la salle, mais pas que. Il y a un autre projet sur lequel tu travailles, qui s'appelle Find. La volonté première de Find, c'est quoi? La volonté première de Fine, c'était de sortir des murs de la salle. Ouais, Je pense que tous les managers, manageuses de salles et de studios me comprendront quand, je leur dis que, bah, quand il y a plus de mètres carrés, il y a plus de mètres carrés oui. et qu'il y a un moment, voilà. Moi, j'ai ce furieux besoin d'avoir plus d'impact, toujours plus d'impact. Et je me disais, la salle, c'est cool, mais au final, au-delà de 10 kilomètres autour de nous, qui nous connaît et qui sait ce qu'on fait? Mmh. J'avais pas envie d'ouvrir une autre salle, même si on me l'a déjà proposé, mais voilà, ce côté contrainte physique, etc., j'avais pas trop envie de reproduire ça. Et j'avais envie de quelque chose de plus universel. Et j'avais vraiment observé au fil des années que il y avait un gros gap d'incompréhension entre les coachs et les salles.
et aussi parfois beaucoup de flou dans les choix de carrière et des coachs sportifs, où ils Mhm. se disaient bah, je veux devenir coach, mais au final, entre être salarié, être indépendant, ouvrir mon truc, bah, ils se mélangeaient un peu, quoi. Mhm. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et j'ai commencé à creuser, à interviewer le maximum de gens, dont toi, dans mon podcast Radio Vestiaire, pour comprendre un peu mieux quels étaient les problèmes sous-jacents du secteur Mhm. et des humains qui le composent. Ok. Euh, alors, Find, il y a plein de choses qui se sont passées. Aujourd'hui, euh, à ton avis, c'est quoi alors peut-être pas le grain de sable dans l'engrenage, mais d'où vient ce manque de compréhension entre les salles d'un côté, les employeurs, les potentiels employés, et puis ben voilà, qu'est-ce qui joue pas entre les deux? Alors, je pense qu'il y a d'une part une évolution du marché des salles de fitness va de plus en plus vers la polarisation entre les grandes chaînes et les tout petits indépendants. Mhm, Dans les tout petits indépendants, il y a des places pour les coachs, mais il n'y a pas toujours les budgets, puis il n'y a pas beaucoup de places parce que mhm, c'est des petites salles. Donc, c'est des salles comme nous où les gens peuvent faire leur bout de chemin, mais voilà, les possibilités d'évolution peuvent être parfois limitées ou en tout cas, voilà, il n'y a pas beaucoup de place. Ou des fois, c'est juste des gens tout seuls en fait qui montent leur salle et qui ont un ou deux coachs pour donner un coup de main. Et dans les grandes salles, mhm. dans les grandes chaînes, bah, il n'y a pas vraiment de postes valorisants pour les coachs qui sont proposés. Il y a des postes sécuritaires avec des salaires mensuels, voilà, mais qui, de ce que j'ai compris en interviewant beaucoup de coachs, ne les font pas rêver. C'est Ok, des postes polyvalents où on leur demande en fait beaucoup d'accueil et où au final, euh, le fruit de leur travail n'est pas récompensé à la hauteur de ce qu'ils aimeraient, en tout cas par rapport à leur travail de coach. ok. C'est-à-dire que dans beaucoup des jobs dans les grandes salles, on va les rémunérer plus sur les ventes d'abonnements, mais ils vont pas forcément pouvoir faire du personal training ou autre, ce qui est en fait le cœur de métier et qui les intéresse pour la majorité. Ok, ouais, c'est un peu comme si tu étais cuisinier, mais que tu passais que, enfin, passais 85% de ton temps à faire juste la mise en place sur l'assiette de la nourriture et pas à la préparer. Bah même plutôt juste à encaisser l'addition en fait, à Ouais. vendre des trucs, mais j'ai plus jamais à faire à manger. Et ça, c'est hyper dommage. Et d'ailleurs, tous les coachs avec qui j'en ai parlé, enfin la majorité, et toi le premier, hein, au tout départ, l'idée de Fine, c'était de faire une plateforme de mise en relation des coachs et des salles, Mhm. euh, avec un gros accent porté sur les valeurs. Ouais. L'idée, c'était de dire justement, on recrute pas un coach que sur ses hard skills, on recrute un ou une coach sur le fait qu'il va correspondre aux valeurs de notre boîte. Ok. Et du coup, je voulais que cette plateforme, elle puisse vraiment mettre en valeur justement les humains qui sont derrière ça et pas que les hard skills. Et j'ai parlé à beaucoup de monde et en fait, tout le monde était d'accord sur le fond que les valeurs c'est important, que en fait on veut mettre plus en avant l'humain dans le métier, etc. Mais tous les coachs à qui je parlais, euh, ils m'ont tous dit bah, je suis trop d'accord avec toi sur tout, mais je vais pas mettre mon profil sur ta plateforme parce qu'en fait moi je veux pas bosser en salle. Ouais. Et j'étais là, ok, bon bah va falloir que je trouve autre chose. Et, et voilà, et du coup, finalement, bah, on a évolué vers plus de la production de contenu, de l'échange, du partage avec les événements entre coachs, Mhm. etc., pour connecter les coachs entre eux et leur permettre de mieux discuter entre eux de comment ils peuvent vivre du métier et comment ils peuvent devenir entrepreneurs finalement, parce que pour beaucoup, du coup, ça finit par devenir entrepreneur, mais ça s'apprend pas à l'école, quoi. Ouais, effectivement. On sent dans tes propos et dans ce que tu racontes une grande curiosité et une envie d'aller chercher et de comprendre comment les choses fonctionnent. C'est quelque chose que tu as toujours eu. Je crois. Ok. C'est un truc qui est en toi de base. Oui, je crois. Quand j'ai redemandé récemment à ma mère qu'est-ce que j'aimais quand j'étais petite, elle m'a dit bah ta sœur te faisait l'école et t'adorais ça. Ok. Donc apparemment c'est depuis toujours. C'est excellent. Tu as discuté avec beaucoup de coachs. Je vais profiter aujourd'hui de ton expérience pour en parler un petit peu. Et après, je reviendrai sur le fait d'avoir plus d'impact avec une autre question. Euh,
j'imagine qu'avec tous les gens que tu as interviewés, tu as rencontré des gens pour qui le job fonctionne bien, pour qui d'autres fonctionnent pas forcément bien, pour qui certains ça fonctionne bien, mais ils sont pas forcément heureux ou je ne veux pas dire en pleine possession de leurs moyens, mais peut-être un peu cramés. Mhm. Euh, Parmi tous les gens que tu as interviewés, si on met en opposition ceux qui fonctionnent bien avec ceux qui fonctionnent pas bien, tu as l'impression que c'est quoi les différences? Euh, Alors, la première des choses, c'est déjà qu'est-ce qu'on définit par ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas bien. Ouais. Moi, je donnerais trois grandes étapes, on va dire. La première étape, c'est j'ai fait ma formation technique, je suis sortie de CQP, BP, FITPRO ou autre. Euh, et ça y est, je suis formée, je me lance et je sais pas trop comment je vais me lancer. Et je cherche mes premiers clients et je prends un peu tout ce qui passe. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est je tourne bien, j'ai presque tous mes créneaux qui sont pleins. Par contre, je bosse à 7 h le matin, à 20 h le soir et je cours un peu entre toutes les salles et tous les lieux. Mhm. Mais ça tourne bien, je gagne plutôt bien ma vie. Et l'étape d'après, c'est je suis un peu plus spécialisée, j'arrive à m'organiser pour avoir des demi-journées bien remplies et d'autres demi-journées peut-être qui sont libres pour pas. Voilà, je me sens bien dans mon emploi du temps pro-perso et je gagne bien ma vie. Ok. Donc ça, pour moi, déjà, c'est les trois étapes. Les grosses différences, déjà, au tout départ, c'est le positionnement, c'est-à-dire euh, à qui je m'adresse, où est-ce que je veux coacher et qu'est-ce que je propose. Pour beaucoup, quand j'interviens en BPGEPS ou quand j'interviens aussi, je suis en partenariat avec la PT Coaching Academy qui est AMI, qui est une super équipe d'ailleurs. Mhm. Quand j'interviens dans leur formation, je donne toujours au coach l'exemple de la pub d'une pub Nike avec les chaussures qui volent et qui disent Just do it, tu vois. Donc, Mhm. tu peux voler avec tes pompes. Et je dis, bah, est-ce que Nike, il communique chaussures en cuir avec semelles en plastique et lacets en coton, tu vois, dans une Donc boîte en carton? les caractéristiques techniques de la chaussure. Bah, c'est ça. Et Ouais. en fait, quand tu regardes la majorité des coachs, souvent, le premier truc qu'ils font, c'est se créer un Instagram. Et dessus, ils vont écrire renforcement musculaire, perte de poids, tonification, etc. Mhm. C'est cool, mais ça fait rêver personne. Et Ok. en fait, il y a 200 coachs qui ont écrit la même chose sur leur truc. Pourquoi tu leur dis pas just do it avec moi, tu vas voler? Mhm. Enfin, c'est ça le truc. C'est Tu permets, je vais prendre 5 minutes pour changer ma bio Instagram. Je pense qu'il y a une question de promesse. Voilà, Ouais. ça c'est le premier travail à faire. Il y a une question de promesse pour trouver tes clients. Après, il y a une question de gestion. Il y a des bons et des mauvais gestionnaires. C'est con, mais Quand tu parles de gestion, tu parles de gestion financière, de gestion administrative ou de gestion de manière générale du back-office et de ce qu'il y a en dehors de la séance en elle-même. ouais, de manière générale, c'est-à-dire la logistique de prise de rendez-vous. Est-ce que j'ai besoin de 200 messages WhatsApp avec mon client pour caler le rendez-vous ou est-ce que je lui ai filé un lien Calendly, tu Mhm. vois? Est-ce que mes factures, je dois les faire à la main sur Word ou est-ce que je me suis trouvé un système? Est-ce que ma compta, enfin voilà, Mhm. comment je gère tout ça? Est-ce que je cours après les paiements? Est-ce que je fais des cartes de 10, de 20, de 5, des abonnements, du small group, de l'individuel? Voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Est-ce que je fais des partenariats avec une salle? Est-ce que je coach chez moi, chez les gens? Est-ce que si je coach chez les gens, je m'organise pour pas faire 200 km dans la journée et courir entre chez les clients? Donc, il y a toute cette partie logistique qui, pour moi, est fondamentale et qui impacte, je pense, beaucoup les débuts d'un coach et la rentabilité aussi au Mhm. début d'un coach. Tu vois, moi, j'ai déjà entendu des coachs qui m'ont dit, bah, OK, je prends 60 francs la séance, mais par contre, tu vois, j'ai une demi-heure de route, aller-retour. Enfin, pour 1 heure de cours, ils ont presque autant de route, voire plus. Ce qui fait qu'en fait, le taux horaire, il est vraiment nul. Et Mhm. du coup, ça marche. Il y a un moment, c'est même limite, ils perdent de l'argent, tu vois. Ouais. Donc, il y a une histoire aussi de réfléchir à comment j'amortis mon matériel. Est-ce que je m'installe quelque part ou pas? Bref, il y a toute cette logistique-là. Euh, qui ça, on n'apprend pas à l'école, Mhm. malheureusement. Et après, il y a tout le travail sur la fidélisation. Qu'est-ce qui fait que tu remplis ton agenda et que tu le remplis pendant longtemps? Est-ce que je suis capable d'aider les gens à se projeter sur plusieurs séances, sur un objectif qu'on pourrait atteindre ensemble?
Est-ce que je suis capable de m'intéresser à eux de manière assez, bienveillante et en même temps sans être trop intrusif? Est-ce que je suis capable de, voilà, de garder le contact assez longtemps pour que ces personnes-là, elles aient envie de s'entraîner avec moi pendant plusieurs mois, Mmh. plusieurs semaines, plusieurs mois? Et ça définit déjà si j'arrive à remplir, mon emploi du temps. Mmh. Heu, Ça, et après, une fois que l'emploi du temps est bien rempli, donc là, on est à l'étape 2, heu, bah, le gros sujet, c'est qu'est-ce que je prends comme décision pour moi, pour ma vie perso et pro? Est-ce que je me spécialise, sur un lieu? Est-ce que je me spécialise sur, peut-être 2 lieux, sur, des types de clients? Est-ce que je choisis de faire un peu de small group, pour avoir un peu plus de revenus horaires? Est-ce que je choisis de faire des interventions en entreprise, en école? Mmh. Parce que, on le sait, hein, avec, tous les coachs que j'ai interviewés, globalement, pour beaucoup, ils vont démarrer quand ils tournent bien, ils vont finir par coacher 30-35 heures par semaine, plus pour certains. Mais le niveau horaire auquel, un coach arrive à tenir sur le long terme, c'est rarement au-delà des 25 heures par semaine. Mmh. Sachant que quand je dis 25 heures par semaine, c'est une moyenne annuelle parce que pendant les vacances, c'est 0. Donc ça veut dire qu'il y a forcément des semaines où je suis à plus et des semaines où je suis à 0 quand, je suis en vacances, en congé ou que je suis malade. Mmh. Voilà. Et puis dernier gros truc, on en avait beaucoup parlé avec Sean dans sa vidéo sur le test de personnalité, c'est, quelle est ma capacité à accepter la situation d'entrepreneur, c'est-à-dire l'incertitude. Bah, en vacances, je suis pas payée. Quand mes clients sont en vacances pendant l'été, bah, j'ai mon chiffre d'affaires qui est divisé par 2 souvent. Hem, Quand j'ai plus de clients, il faut que j'en trouve des nouveaux. Quand ma salle ferme pour Covid, j'ai plus rien. Mmh. Voilà, il y a tout ça. Accepter, aussi bien la liberté qui va avec que les contraintes qui vont avec ce truc-là. Donc il y en a pas mal, qui finalement se retrouvent bien dans le fait d'avoir un job à 50, 60 ou 70 et qui font du coaching à côté. Mmh. Oui, heu, c'est un truc dont on avait parlé et tu m'avais dit ça, alors dans quel contexte, je serais incapable de m'en rappeler, mais tu avais dit, dans le monde du fitness, être personal trainer indépendant, c'est pas nécessairement le saint graal. Non. C'est pas nécessairement le saint graal et je pense que c'est bien de le dire, parce que, oui, c'est cool d'être à son compte, oui, c'est cool d'être, son propre patron, mais ça a aussi, un côté obscur de la force et il faut être capable de pouvoir gérer tout ce que ce côté obscur de la force implique. Ouais, et puis le côté, tu vois, solitude, ça Mmh mh. on l'oublie beaucoup, mais on en avait souvent parlé aussi dans nos webinaires, personal trainer, quand tu es dans une salle, bah, c'est ass tu as ce côté social et cetera. Si tu es dans ton studio, ou à domicile, tu es tout seul. Mmh Tu mh. es tout seul, tes clients, c'est pas tes amis, en fait, donc tu dois quand même tenir ce masque de bonne humeur du coach. Enfin, les gens te payent quand même pour un service, donc tu Oui. dois être au top avec eux toute la journée, et toi, tu as pas de moment de répit pendant 3/4 d'heure ou 1 heure. Mmh mh. Tu es 100 avec la personne, ton cerveau ne lâche jamais, ce qui veut dire que tu es tout le temps là-haut. Mmh mh. Moi, je me suis formée, quand même au coaching pendant mes premières années de la salle, et j'ai donné pas mal de cours, et pour moi, moi qui suis multitâche, c'était très compliqué d'être 100 pendant 1 heure avec les gens, de ne rien Mmh. faire d'autre. Je trouve qu'au niveau énergie, c'est hyper prenant. Alors ça apporte aussi beaucoup de reconnaissance et tout, c'est super chouette, mais voilà, énergétiquement parlant, c'est pas anodin. Et Non. ça, faut être prêt, physiquement à assumer ça et à assurer le fait que les gens vont bouffer ton énergie, toute la journée. C'est ça Ouais, le métier, c'est un métier de service, quoi. C'est ça le métier de coach. ouais. C'est pas à toi que je vais C'est l'apprendre, mais Non, non, mais c'est bien de le je pense on le redit jamais assez et c'est un métier de service. c'est ça. Ça, c'est important Tu es au d'avoir en service tête. des gens, ils te payent pour, et d'ailleurs, je me souviendrai toujours, de Rudy Koya, coucou Rudy, qui au Mmh. symposium, de l'année dernière à Nevers, avait dit à un jeune coach qui lui posait une question, en lui disant qu'il avait du mal à mettre de la distance avec une de ses clientes et cetera, et Rudy lui avait dit: «Mais en fait, elle te paye pas pour, être coach, elle te paye pour être son amie», Mmh mh. et pour beaucoup, c'est ça. Donc tu vois, est-ce que les coachs, quels sont les éléments qui font qu'un coach va s'épanouir sur le long terme?
je pense qu'il y a aussi ce côté de quelle est la distance que je mets avec mes clients. Mmh. Est-ce que j'impose à mes clients de faire des suivis de minimum 3 mois ou de fixer des objectifs et cetera? Parce que, je veux qu'on soit là pour le sport et pas là que pour, passer du bon temps, et cetera. Ou est-ce que c'est OK pour moi? Enfin, tu vois, nous, à la salle, on a certains clients, hein, ils sont là depuis 6 ans, ils ont pas perdu un gramme, leur corps a pas bougé, mais ça leur fait du bien de venir nous voir toutes les semaines, ils payent pour ça et puis tant mieux pour eux, si Oui, tu et puis veux. peut-être que s'ils venaient pas, leur corps aurait bougé, mais pas dans la bonne direction. Peut-être et puis peu importe en fait, Mmh. si c'est OK pour eux et que nous pour nous le deal, et que pour le coach c'est OK, ça Mmh. va. Mais c'est vrai que, je sais qu'il y a certains coachs et j'en ai aussi dans mon équipe, qui supportent pas les clients comme ça. Mmh. Parce qu'eux, ils se disent: «Bah, moi j'ai besoin que ça avance, j'ai besoin de voir qu'il y a de l'évolution, qu'il se passe quelque chose» et ça, je pense que c'est aussi important de se poser la bonne question, avant de se lancer ou quand tu te lances de, qu'est-ce que j'attends de mon métier? De quoi va venir mon épanouissement? Est-ce que j'ai besoin de voir, l'impact que j'ai sur les gens? Est-ce que j'ai besoin de gagner beaucoup d'argent et le reste, je m'en fiche? Est-ce que tu vois, il y a toutes ces questions-là. Quel est mon rapport à l'argent? Quel est mon rapport au temps? Quel est mon rapport à l'évolution? Qui est très important pour savoir si je vais m'épanouir et quel type de coach, je vais être. Tu m'offres, une transition magnifique, Flo, merci beaucoup. Est-ce que, selon toi, un coach doit, au début de son activité, se positionner de manière claire et précise, tout en sachant que ce positionnement peut évoluer dans le temps? Je pense qu'il ou elle doit se positionner de manière claire et précise sur des valeurs et une façon d'être, une façon de travailler. OK. Pas forcément sur des types de pathologies, sur des types d'objectifs et cetera, parce qu'effectivement, c'est difficile au début et en plus, je rajoute que, tu le sais probablement aussi bien que moi, l'objectif que la personne nous présente au premier entretien est rarement l'objectif, réel. Mmh. Hem, donc se positionner sur des objectifs, pourquoi pas si tu as une spécialité particulière, mais pas obligatoirement. Par contre, se positionner humainement et dire: «Moi, je travaille comme ça, je m'occupe des gens» ou «Moi, je travaille pour de la performance et je veux des gens qui mouftent pas et qui bossent», ou «Moi, je suis là pour, vous faire passer un bon moment». Je pense que la promesse, elle doit être très claire dès le début, ouais. OK. Est-ce que du coup, c'est pas ce qui manquerait aux coachs qui débarquent? Je m'explique, et moi, j'ai été dans ce cas-là, hein, quand j'ai démarré. Ça a pris un petit moment pour préciser aussi l'idée parce que ça vient en cours de route et c'est important, je pense, de rappeler que c'est pas parce que tu as une idée qu'elle peut pas évoluer et que tu dois t'y fier tout le reste de ta vie. Mais c'est vrai que quand les coachs démarrent, j'ai l'impression de voir, la carte d'un restaurant fusion où, tu as, tous les types de nourriture. Tu as des pizzas, mais tu as aussi de la nourriture chinoise, de la nourriture indienne, du Tex-Mex et en fait, tu sais pas trop et c'est ce qu'on va retrouver chez certains coachs qui démarrent. Je fais de la perte de poids, de la réhabilitation, je fais de la mobilité, je fais de la souplesse, je fais ci, je fais ça. À ton avis, pourquoi est-ce que les gens partent dans cette direction? Plutôt que de, assumer ce qu'ils veulent être et la manière dont ils veulent faire leur travail. Alors, il y a 2 réponses. La première, de ce que j'ai entendu pour beaucoup, il y a de la peur. Il y a de OK. la peur de ne pas avoir assez de clients. Donc on se dit, tu vois, bah, en fait, ouais, moi j'aimerais mieux faire ça, mais je peux faire ce que tu veux, hein, tu vois? Il y a Ouais. un peu ce truc-là de si je te dis que je vais pas faire ce que tu veux, j'aurai pas de clients. Mmh mh. Alors qu'en fait, c'est vraiment l'inverse. En réalité, plus tu es positionné et plus tu segmentes et plus les gens sont accrochés à toi de manière forte. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne, donc ça, je pense que c'est très important. Mais voilà, la première raison, c'est, la peur de ne pas avoir assez de clients, si on se spécialise. Hem, la deuxième chose que je voulais dire, je l'ai oubliée. Prends le temps. Heu, ouais, attends, je suis perdue. Il y avait la peur. Tu peux redire la fin de ta La question? la la fin de ma question, c'était qu'est-ce qui, selon toi, fait que les coachs, quand ils vont démarrer, vont, ouvrir le champ de ce qu'ils peuvent faire de manière exagérée, menu d'un restaurant fusion C'est bon, j'ai versus retrouvé. dire, heu, bah, en fait, je fais plusieurs choses parce que je peux faire de la perte de poids, du Mmh. renforcement musculaire, mais par contre, je le fais d'une manière. Ouais, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui savent pas dans quoi ils veulent se lancer encore.
OK. Tu vois? Il y en a certaines qui se forment au métier de coach parce qu'ils ont une idée bien précise en tête ou parce qu'ils sont passionnés d'un certain sport ou d'un certain type, de coaching. Donc là, eux, en général, s'ils se mettent à proposer tout et n'importe quoi, c'est plutôt une question de pas assumer ou d'avoir peur de pas avoir assez de clients. Pour d'autres, je pense que le métier de coach, souffre aussi, d'une grande popularité. Alors c'est bien et pas bien en même temps. Mmh. C'est que tous les passionnés de musculation, veulent devenir coach parce qu'en fait, c'est cool de s'entraîner toute la journée. En fait, c'est Mmh. pas ça. Ouais, non. Et du coup, bah, moi j'adore le sport donc je veux coacher, tu vois? Ouais. Mais je pense que c'est un manque de connaissance de ce qu'est le métier, Mmh. un manque de connaissance de ce qu'est le métier, en fait, tout simplement. Je n'ai pas besoin de reconfirmer cette phrase. Mmh. Et que du coup, ils savent pas forcément qu'il y a toutes ces facettes-là. Ils savent pas forcément ils ont leur vision à eux de leur pratique. Mais je pense que, ouais, ils savent pas vraiment exactement à quoi va ressembler, le métier de coach et ils se disent: «Bah, moi, je peux tout faire» et ça, tu sais, on en parle souvent avec mon équipe, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est cette espèce de courbe, de la connaissance où au début tu sais rien, mais tu es persuadé enfin, tu sais pas que tu sais pas. Oui, c'est les 4 stades de la connaissance. C'est, incompétent, inconscient, enfin, être inconscient d'être incompétent, être conscient d'être incompétent, être, conscient d'être compétent et être inconscient d'être compétent. Ouais, voilà et du Ouais. coup, il y en a encore beaucoup qui, au départ, vu que les formations de coach aussi ne font que se raccourcir, Mmh. et que dans les formations, on parle que technique et qu'on Mmh. parle pas de tout ce dont on est en train de parler maintenant, heu, on a beaucoup d'inconscients d'être incompétents, en fait. Ils se disent: «OK, bah, moi, je vais être coach, je peux tout faire» Mmh. et ils savent pas encore que tu peux pas tout faire bien. C'est pas Ouais. possible. Je te rejoins, moi, c'est le défi avec Fundamentals auquel je suis le plus souvent confronté. C'est que si je proposais des thématiques techniques, bah, les gens viendraient parce que, ben, voilà, améliore ton squat, ça va parler à tout le monde. Mais, Mmh. il y a un travail d'éducation pour faire comprendre aux gens que dans le domaine entrepreneurial, ben, pour l'instant, ils sont encore inconscients qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour que ça tourne bien. Et c'est normal, hein, je ne le dis pas avec velléité ou avec méchanceté, mais c'est un fait. Ouais, il y a beaucoup ça et surtout, bah, comme, on disait dans les différentes étapes, souvent quand on atteint l'étape 2 d'avoir un emploi du temps de coach bien rempli, on a l'impression que c'est bon, ça tourne et qu'on a tout réussi. Mmh. Alors qu'en fait, non, il y a encore l'étape 3 et souvent l'étape 2 c'est celle qui mène, au burn-out ou à la lassitude ou au fait de pas tenir, assez longtemps et il y a encore une étape à passer après. Mmh. Après dans le chemin entrepreneurial, des étapes, il y en a plein et il y a toujours des périodes où tu as des plateaux où tu te dis: «Là, c'est bon, je suis arrivée», tu vois? «Je suis bien, je sais, je suis bien, tout va bien». Et puis après tu rechutes et c'est Mmh. normal et puis après tu remontes et c'est ça la résilience de l'entrepreneur, de réussir à être assez lucide dans les moments où ça va bien pour se dire: «OK, je me mets une petite tape sur l'épaule, c'est bien, en ce moment ça va, kiffe un moment, mais n'oublie pas qu'il y a la suite». Oui, oui. Bref, il y a Je d'autres choses qui arrivent et ça, c'est vrai que dans le milieu du coaching, souvent, on n'y reste pas assez longtemps pour passer par toutes ces étapes-là et je trouve que c'est très dommage. mmh Ouais. Oui, parce que c'est un métier, je pense, qui est vraiment un métier passion. Au départ, mais la passion, elle fait pas tout. C'est un Mmh. grand moteur de motivation, ça c'est sûr. C'est un grand moteur qui est très constructif, mais la motivation fait pas tout. Ouais. J'aimerais revenir sur la salle, avant de faire le transit sur la question que j'ai notée là sur mon petit bloc-notes. Mmh. Hem, donc c'est un social gym. On a compris les valeurs qui transpiraient de ce que vous faites à la salle. Les gens sont là, ils sont arrivés. Comment est-ce que vous les gardez chez vous? Les clients? Ouais, et les Heu, staffs aussi parce que du coup, c'est tout aussi important de fidéliser ses clients que de fidéliser son staff. ouais, carrément. Hem, alors je commence par les staffs, Oui. on déjà on fait notre maximum pour qu'ils se sentent bien, Mmh mh. pour les impliquer dans les décisions,
pour les écouter. Donc, on a un planning assez précis. Ça, on a mis un petit moment à le mettre en place, mais maintenant, on n'en déroge pas. On a chaque personne a un temps d'écoute, d'échange avec son manager ou avec moi toutes les semaines. Ce qui fait que, au moins, Ce temps d'échange, Flo, il dure combien de temps? ça dépend. En général, c'est entre 30 minutes et 1 heure. Ok. Donc, ça veut dire que, bon, déjà, on se croise, hein, tu vois, la salle, c'est pas énorme, ça fait 700 mètres carrés, il y a un accueil de 40 mètres carrés, donc on se voit. Mais pour pas que ce soit entre deux portes et pour avoir des vrais temps d'échange, d'écoute, Mhm. ces temps, ils sont marqués dans l'agenda et ils sont calés. Avant chaque temps d'échange, on a un petit logiciel qui s'appelle Popwork que chacun remplit, où il dit qu'est-ce qui s'est bien passé cette semaine, quelles sont mes priorités à gérer pour la semaine prochaine, ou voilà, quels sont mes challenges du moment si j'en ai, et est-ce que j'ai d'autres sujets à discuter. Ok. Ce qui fait que ça permet d'ouvrir des portes, parce qu'on s'est rendu compte que les années précédentes, bah, des fois, on a des trucs qui nous pétaient à la gueule et on se dit putain, mais ça, je l'ai pas vu venir, quoi. Ouais. Et du coup, ça permet d'avoir un échange vraiment régulier où chacun se sent entendu et peut parler, même si c'est des fois des perspectives d'évolution, même si c'est parfois dire bah, dans 6 mois, j'aimerais faire autre chose ou peut-être même partir pour Mhm. certains, mais au moins, on en parle, on en discute et on désamorce tous les potentiels incendies qu'il pourrait y avoir. Donc ça, je pense que ça contribue grandement au fait que les gens restent. Ok. Après, bah, au niveau financier, on essaye aussi d'avoir des salaires qui sont attractifs et aussi de proposer des perspectives d'évolution et de salaires supplémentaires en faisant du personal training, des cours supplémentaires, bientôt de la formation, Mhm. pour que chacun puisse aussi continuer à évoluer, donner plus de responsabilités, créer des postes, etc. Et puis on essaye d'être sympa en fait. Je sais, une ambiance sympa. On a 2 team building par an. Ah, bah voilà, la sympathie, on l'a oublié, mais c'est vrai que c'est Voilà, important. c'est pas non mais voilà, c'est juste être présent. Ok. Et moi des fois parce que maintenant je suis à la salle 2 jours par semaine et le reste du temps je suis à distance et du coup, j'ai un pote qui est aussi entrepreneur, qui me dit: «Mais tu fais quoi à la salle maintenant? Enfin, à quoi tu sers?» Mhm. Je dis: «Bah, en fait, moi, mon job maintenant, c'est de m'occuper des gens». Voilà, donc quand je vais à la salle, je parle à tout le monde pour vérifier si, dans ton job, ça va et évidemment, moi, je m'occupe vraiment des missions, je chapeaute tout ce qui est com, juridique, financier et cetera et tout ce qui est stratégique. Mhm. Ce qui veut dire que tous les jours où je suis à la salle, je fais les réunions avec les personnes qui s'en occupent pour m'assurer que le cap est tenu, pour donner les grandes lignes et puis répondre à toutes les questions. Mais mon job, c'est d'être au service de mon équipe aujourd'hui. Ok. Donc je pense que c'est important. C'est Alors, il y a plusieurs choses que j'aimerais dire actuellement, mais il faut que je trie. Vas-y. Premièrement, je trouve que c'est euh, très bien d'allouer un temps à chaque staff pour discuter de ce qui va et ou de ce qui ne va pas et des projets futurs. Et je le trouve très pertinent, bien que de base, ça peut paraître contre-intuitif de dire on va prendre sur le temps de travail, donc du temps qui ne va pas être alloué au travail pour pouvoir faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Comme si c'était ah, on va pas perdre du temps là-dedans parce que sinon on va perdre en rentabilité. Mais au final, de prendre ce temps-là permet de créer de la stabilité et donc du coup d'être plus rentable, in fine. Ouais, parce que c'est du travail en fait. C'est parce que à ce moment-là, tu vois, alors on va parler des aspirations personnelles Mhm, parfois, mais ça vient pas toutes les semaines. La majorité du temps, on va juste être au calme et parler de OK, sur tel projet, les clients là, est-ce qu'ils étaient contents? On est 11 maintenant avec chacun ses stages, ses types de cours, ses machins, ses trucs. Donc OK, les cours enfants, comment ça se passe? Et donc ça nous permet au calme, parler de chaque sujet, mhm, de dire: «OK, toi sur tel projet, tu en es où?» hem Et juste, en fait, tout avance aussi beaucoup plus vite. Un truc important aussi que j'ai pas dit, c'est que ça se fait sur les heures de travail. mhm, C'est-à-dire que, on fait partie du peu de salles, qui ont des salariés. On mhm, n'a pas que des indeps. On a des salariés à temps plein, à temps partiel, mhm. qui du coup, bah, c'est sur leur temps de travail. Donc dans une salle de sport, il y a pas non plus du chiffre à faire, à 14h30 quoi, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. Quand ils travaillent, à cette heure-là, c'est les bonnes heures où on peut se parler de ce genre de projet. Ok. Euh, La manière dont tu parles de la mentalité d'entreprise de la salle me fait penser à la mentalité d'entreprise de Netflix.
j'ai lu le livre écrit par le cofondateur Red Hastings, alors avec un titre que moi j'adore, c'est La règle, deux points, pas de règle. Euh, Quelle est la place à l'entrepreneuriat que tu laisses à tes staffs? Beaucoup. Et en même temps, comme je te disais au début, maintenant, je garde vachement le cap. Ok, C'est-à-dire que tout le monde peut proposer quelque chose, ouais. Il faut que ça rentre dans le contexte. mais il faut que ça rentre dans le cadre de la salle et que ça Mhm. respecte nos valeurs. Ok. Voilà, ça, c'est important. Mais on en a plein, tu vois. Hier, j'ai encore deux membres de l'équipe, une prof de yoga et un prof de fitness qui m'ont dit, on va faire, au lieu de faire un cuisse abdos fessier, on va faire un cuisse yoga fessier. Ah ouais, cool. Faites, enfin, Ok. tu vois, c'est Ouais, cool. ouais. Et à ce moment-là, elle, en plus, c'est aussi notre responsable com, donc elle s'occupe de tout. Je dis, OK, go, elle me fait valider les visuels, et puis c'est parti. Mhm. Dès qu'on veut, voilà, il y en a qui veulent organiser des stages, d'autres trucs. L'année dernière, c'était 24 heures de sport. Ça, je sais pas si c'était une bonne idée, ça nous a tous cramé. Mais c'était cool. On a fait 24 heures à la salle et tout le monde s'est impliqué et c'était très chouette. Ok. Donc alors je reviens avec ce parallèle avec la règle, pas de règle. Je sais pas si tu l'as lu. Non, je l'ai pas lu. Mais lis-le, tu vas voir pourquoi est-ce que je trouve des similarités. Mais en fait, dans ce livre-là, Reed Hastings, donc le cofondateur, explique que quand tu as un objectif créatif sur le long terme, donc amener des nouvelles idées, tu dois t'entourer de gens qui sont bons. Tu dois les rémunérer de manière plus attractive. Et puis, tu dois leur expliquer le contexte tout en leur laissant la possibilité d'évoluer dans ce contexte que tu as prédéfini avant ça. Mm. Et, euh, et je suis très admiratif de cette manière de manager que tu as, qui est un peu l'opposé du micromanagement où je vais aller par-dessus l'épaule constamment de la personne pour aller voir qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle fait pas et comment elle le fait, et puis redonner la direction que j'ai envie que ça prenne. Ouais, ça demande, je vais pas te dire que je suis née comme ça, hein, ça Ouais. demande de la formation, ça demande de l'expérience aussi, ça demande de se casser les dents aussi. Tu vois, je me suis cassé les dents avec certaines personnes. Dans mon équipe, ça n'a pas toujours été facile. J'ai eu même une période où, avec Matt, on a perdu toute notre équipe, tu vois. Enfin, on a renouvelé toute l'équipe presque en 6 mois. Mhm. Mais, euh, mais je changerais rien. Mhm. Je changerais rien à tout ça. Et comme je te disais au début, et tu viens de bien l'imager, je trouve, trouver la bonne distance entre donner un contexte assez clair, sans pour autant qu'il soit trop enfermant, Mhm. laisser la juste liberté, sans pour autant que ça permette aux gens de faire tout et n'importe quoi. Je pense que l'élément central, c'est de savoir fixer le bon contexte déjà, et le deuxième élément, et d'avoir une vision assez forte. Et le deuxième élément central, c'est d'avoir les bonnes personnes qui sont capables aussi bien d'être autonomes et force de proposition, et en même temps de savoir respecter le cadre. Mhm. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ok. Bon, en tout cas, je trouve ça génial. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Et c'est Ah, aussi super épanouissant d'ailleurs, au-delà de ça. ok. C'est que je me tape un peu sur l'épaule des fois en me disant c'est vrai que c'est cool, mais en fait, c'est aussi que c'est beaucoup plus épanouissant pour moi et pour l'équipe, je trouve, de fonctionner comme ça. Parce que Ok. pour eux, sans épanouissement, ils resteraient pas. Et moi, qui suis aussi très libre et très indépendante, devoir tout micromanager, en fait, c'est une pression sur mes épaules qui serait beaucoup trop énorme. Mhm. Et j'ai même pas envie, en fait. Ouais. Euh, donc voilà. Tu avais demandé aussi pour les clients, je sais Oui, pas si. j'allais y revenir avant de transiter sur la question suivante. Du coup, tu as expliqué comment tu fidélisais les employés. Je trouve ça Ouais. admiratif. Admirable plutôt, ça va être plus juste, en termes de français. Mais du coup, comment tu fidélises tes clients? Comment vous fidélisez vos clients plutôt? Bah, on est juste sympa. Ok. C'est tout ce que je veux dire. Non, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup plus de choses à dire que ça. Ouais. C'est ce que j'ai dit au début. En fait, on essaye de s'occuper d'eux, d'être vrai, de s'intéresser vraiment à leurs objectifs et les faire se sentir mieux. Moi, je dis souvent à l'équipe, notre objectif, c'est que la personne, elle se sente mieux en sortant de la salle qu'en y rentrant. Mhm. Oui, et puis Voilà. ça passe par le fait de connaître leurs prénoms, de connaître leurs habitudes, de savoir où ils en sont dans la réalisation de leurs objectifs et d'être, Ouais. euh, euh, comme tu l'as dit avant, force de proposition.
peut-être pour changer ou en tout cas évoluer dans la dynamique d'entraînement. Ouais, et puis dans tous les projets, tu vois, qui sont menés ou proposés par l'équipe, moi, je leur demande toujours, pourquoi? Pourquoi, Mmh. pour qui? Tu vois? Si un projet ne vient pas d'un besoin exprimé ou décelé chez nos adhérents ou chez de potentiels nouveaux adhérents, je vois pas l'intérêt d'y aller. Si c'est juste pour faire kiffer le coach. Tu vois, là, j'ai un stagiaire, il avait envie de faire, je sais plus, un challenge de max, pour les coachs. Je dis: «OK, mais ça va servir à qui, en fait?» À part à l'ego des coachs. C'est cool, hein, tout le monde va dire: «Ouais, les coachs, ils sont trop forts». Mais en fait, à qui ça va servir? Je dis: Si tu fais un challenge qui va permettre aux adhérents de se dépasser, pourquoi pas? Ouais, Mais montre-moi que ça va servir, en fait. ouais. Donc en fait, ce que tu attends aussi de la part de tes coachs, c'est qu'ils mettent leur ego au service du projet et pas le projet au service de leur ego. C'est beau C'est ce que tu viens de dire. c'est pas mal, hein? C'est exactement ça. En parlant de mettre, son ego au service d'un projet, une des volontés que tu avais avec, Fine, c'est d'avoir plus d'impact. Mmh. Pour moi, c'est un objectif qui est validé parce que, à ta mesure, dans notre contexte, je trouve que ça a eu un impact positif. En tout cas, ça en a eu un sur moi et tu as réussi à faire un truc qui était très, très fort, c'est de me faire sortir de ma grotte, et d'avoir cette volonté d'aller aussi vers l'autre et de créer une communauté et d'être entouré. Donc merci pour ça. Maintenant, il y a dans, dans l'atelier, dans les fourneaux, un autre projet pour avoir plus d'impact, qui va se dérouler à la salle, heu peut-être courant 2024, fin 2024, il me semble. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Yep. On a prévu du coup dans toute cette logique, de faire évoluer l'équipe et de continuer à avoir de l'impact sur les coachs et les futurs coachs, d'ouvrir un centre de formation, justement avec nos valeurs, avec notre esprit, qui du coup, bah, ne s'adressera pas à tout le monde, comme on Mmh mh. l'a dit, il faut se positionner, mais j'espère aura un grand impact sur, les personnes qu'on touchera. Notre positionnement, ce sera déjà d'être franco-suisse parce que la salle, donc le lieu de formation sera, en France, à la frontière. Mmh mh. Mais, on est ouvert évidemment aux gens qui sont en Suisse et aux gens qui sont en France. Ce qui veut Mmh. dire qu'on aura le double avantage d'être à la fois financé, finançable par, tous les organismes français et en même temps d'avoir un prix, correct et acceptable, pour, les gens qui seraient en Suisse par rapport à ce qui existe déjà en Suisse Mmh. et un diplôme qui est reconnu à la fois en France comme en Suisse. Ce qui est OK. souvent le problème entre nos 2 pays parce que le métier est réglementé en France et il l'est pas, de la même manière en Suisse. Ouais, alors pas de la même manière, voire quasiment pas en Suisse malheureusement. Mais ça, ben, écoute, on l'a bien vu pendant la période de Covid. OK et c'est quoi les valeurs, que vous avez envie de transmettre, à travers votre, école de formation? Alors toujours un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a envie que de pousser les gens à être eux-mêmes et à être donc, des coachs qui se ressemblent, Mmh mh. c'est-à-dire, qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et ça on va intégrer du coup les tests de personnalité dans la formation. On va intégrer aussi tous les contenus qu'on a déjà créés avec Find sur l'entrepreneuriat, sur comment te positionner, comment faire ton site web, comment faire ta vitrine digitale, comment faire ton prévisionnel financier et cetera et ça, je crois que c'est assez novateur dans le milieu. Mmh. Ce qui fait que notre but vraiment, notre promesse à nous, c'est de dire: «Viens te former chez nous et vis vraiment du métier en sortant». Je crois qu'il y a tu pourras me donner tes Mmh. stats à toi, de ton expérience de formateur. En tout cas, dans ce que je vois dans les promos des stagiaires qui viennent à la salle, il y en a une infime minorité qui vit du métier en sortant de formation. Mmh. Hem et nous, notre objectif, c'est de permettre à tous ceux qui sortent de formation, en tout cas tous ceux qui le veulent, d'en vivre ou de trouver, déjà leur voie, à savoir s'ils veulent être salariés, s'ils veulent être indépendants, s'ils veulent garder un autre job à côté, s'ils veulent faire ça en plus, bref. Heu, voilà. OK, Donc ce magnifique. sera une formation qui se fera en moins de 6 mois, c'est le CQP, OK. CQP instructeur fitness, option musculation personal training, qui sera donc dispensé à la salle. Il y aura une première semaine de formation, normalement fin septembre 2024 et après ce sera sur 7 blocs de 3 jours. OK.
Et donc, normalement, d'ici fin janvier 2025, les certifications sont passées et les gens sont diplômés. Et du coup, on a aussi tissé des partenariats avec des logiciels et des outils pour les coachs. Donc, je sais qu'il y en a certains qui utilisent Aseo. Nous, on l'utilise pas mal pour tout ce qui est programmation d'entraînement, etc. Un peu l'équivalent d'un True Coach ou Mhm. autre logiciel. Et donc, Aseo offrira 6 mois à tous nos étudiants, 6 mois d'abonnement pour qu'ils Ok. puissent se lancer et commencer à suivre leurs clients avec le logiciel. On a aussi les copains de chez Fitness Boost qui Mathias. Mathias, ouais, Mhm. qui proposeront aussi leur logiciel de prospection commerciale et de gestion commerciale pour les coachs. Et puis après, bah, nous, dans l'équipe, on a moi qui suis spécialisée en management, j'ai une responsable com. Et puis dans les coachs, on a maintenant 11 personnes avec des diplômés en pilates, en yoga, en haltéro, en crossfit, en boxe, voilà, tout ce qu'on veut. Ce qui fait qu'on aura aussi la possibilité de montrer un panel assez large de ce qui peut se faire. Et puis dans tout le réseau qu'on a, toi y compris, Saverio, Sean, toute l'équipe des cœurs de Rudy aussi, bien sûr, des Mhm. cœurs de Find, où j'espère que je pourrai vous intégrer évidemment dans la formation et apporter toute cette expertise auprès de nos étudiants, avec après une plateforme d'échange et tout ce qu'on a déjà fait avec Find au service des étudiants qu'on aura. Ok. C'est un magnifique projet. C'est, je, J'ai je, hâte de le ouais, lancer. je veux bien te croire. Euh, Écoute, il me semble qu'on a couvert tous les sujets que j'avais prévus. Évidemment, j'ai d'autres questions à te poser. Il y a plein de choses dont j'aimerais parler avec toi pour que tu puisses faire bénéficier ma communauté de ton expérience. Pour quelqu'un qui, à la base, vient pas du domaine et de l'industrie du fitness, je salue quand même ta connaissance fine de cette industrie aujourd'hui à l'heure actuelle. Euh, c'est, euh, c'est assez remarquable. Euh, donc merci pour tout ce que tu as apporté là. Ça fait ressortir le côté humain important chez le coach. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2024, on a besoin de remettre l'humain au centre de la réflexion. Et donc je suis content qu'il y ait des gens qui le fassent à leur échelle, évidemment, mais je trouve ça très cool. Merci Flo. Merci à toi. Euh, Je trouve que ce qui est vraiment... Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup aidé pour développer, comme tu dis, cette connaissance fine du milieu, c'est d'aller voir un maximum de monde, en fait. Alors, ouais. il y a juste s'intéresser à ce que font les autres. Je suis allée au salon du fitness aux États-Unis aussi, IRSA, qui était... ils ont 10 ans d'avance sur nous, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de voir où va aller le monde avec eux. Aller à Paris, aller, voilà, essayer de bouger en Europe aussi. Allez à Nevers. Aller à Nevers Allez à Nevers. à l'Elite Training Symposium, Euh, 27 et 28 avril 27 et 2024. 28 avril 2024. Voilà. C'est ça. Ça, c'est important. En plus, le podcast, il va sortir courant mars. Donc, pour ceux qui nous écoutent, Elite Training Symposium, vous Point .com. retrouvez .com, vous retrouvez aussi l'accès via leur page Instagram qui a le même nom. Ça va être un gros événement. Flo y sera. Oui. J'y serai aussi. On aura le plaisir d'être entouré aussi de plein d'autres intervenants. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir. On a une grosse délégation suisse. Il y a toute l'équipe de Keep Up qui a pris ses places là. Ah, c'est bon ça. Ouais, ouais, on Il y a a les une loups. grosse, les loups qui Les loups. viennent. Et puis dans les intervenants, on a tous les gens qui ont écrit les livres que vous avez eus en formation seront Ouais. au symposium. Donc ça va être bien. Viendez avec nous, ça va être bien. Ça va être bien. Euh, Flo, c'est le moment du quiz. Oh, j'ai C'est le hâte. moment du quiz. J'ai hâte et j'ai peur. Oh, je suis bienveillant et et gentil. Euh, Donc, c'est le moment un petit peu plus fun du podcast. Et C'est vrai puis que ça après, fait 1 heure qu'on se fait chier. ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, le but, c'est que tu réfléchisses pas trop aux questions enfin, aux réponses que tu donnes. Ok, OK? 3, 2, 1, et c'est parti. Quand tu étais petite, tu jouais à quoi, Flo? je faisais du vélo, Tu faisais du vélo. OK. T'es plutôt coup de pied ou plutôt coup de poing? coup de pied, Coup de pied. OK. Ton plat préféré? les lasagnes. Les lasagnes. Un de tes défauts.
Euh, Rentre dans le tas. Je sais pas comment on dit. Rentre dans le tas. Bulldozer. Bulldozer. Ok. Plutôt du soir ou du matin? Ah, du soir. Allez, question vache. Ton préféré, Hugo ou Tom? Ton fils ou ton homme? Les deux. Les deux. Ce que tu aimes le moins dans ton job? Ce que j'aime le moins dans mon job, euh, en ce moment, la paperasse. Ouais, Euh, je viens de la, croire. la paperasse Calliope pour se faire agréer pour être remboursé en France. Ok. Ton film favori? Là-haut, c'est un dessin Wow, animé. ça me va. Ton style musical? Très 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 éclectique et beaucoup la musique latino quand même. Ok. Ton sportif ou ta sportive favori, euh, peu importe que la personne soit vivante ou pas. Euh, Spontanément, je pense à Anissa Meksen. J'étais sûr que tu allais me dire ça. Je sais pas pourquoi. C'est une machine, et c'est une machine d'humilité aussi. Elle est incroyable cette fille. Ok. Elle mériterait millions de fois plus que la visibilité qu'elle a aujourd'hui. Je note. Une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. C'est la dernière question. Trouvez votre ikigai. Trouvez votre ikigai. Merci Flo. Euh, Si tu pouvais parler à la Flo qui va démarrer le projet de la salle. On est 8 ans après le démarrage de la salle. Tu as dit 2016, hein, c'est juste. Ouais, On est 8 ans après le démarrage de la salle. Qu'est-ce que tu lui dirais? ça va le faire. Ça va le faire. Ok, ça va le faire. Et où est-ce que tu aimerais être dans 10 ans? À la plage. Ah, ça me plaît, ça. Ça me plaît. Ok, à la plage. Merci. Un dernier mot pour les gens qui nous écoutent, Flo? Trouvez votre ikigai. Alors, je pense que c'est peut-être important de définir qu'est-ce que c'est l'ikigai pour ceux qui ne savent pas forcément. Euh, L'ikigai, c'est un concept qui vient d'Asie et qu'on pourrait traduire chez nous comme la mission de vie, la raison d'être. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Mhm, Hein, demandez-vous tous les matins si ce que vous faites vous, vous élève et vous donne envie de vous lever. mhm. Et sinon, changez quelque chose. Ok. Donc l'ikigai, c'est la rencontre de ce que tu aimes faire, Ce que tu de sais faire. ce que tu sais faire, de ce qui peut être utile au monde qui t'entoure Ouais, et ce pourquoi tu peux être payé. ouais, Voilà, exactement. c'est la rencontre de ces C'est 4 ça. choses-là. Ça. À savoir que, attention, je dis pas ça en mode grand seigneur qui a trouvé, puisque toi-même tu sais que je suis en pleine période Oui, où j'essaye bien de sûr. remettre vraiment ça au centre. Donc c'est pas du tout une leçon que je donne et qui est en mode c'est facile à trouver parce que Ouais. moi j'ai réussi. Parce que comme pour l'entrepreneuriat, je pense qu'on n'a jamais vraiment trouvé et qu'on doit toujours se Mhm. remettre en question. Mais en tout cas, c'est une réflexion qui est passionnante. Moi-même, j'ai fait appel à tes services pour retrouver mon ikigai il y a à peu près 1 an. Et donc, non, effectivement, c'est une quête. C'est une quête qui évolue et qui change au fil du temps. Flo, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour la bienveillance dans tes propos. Euh, je savais que ce serait un plaisir de discuter avec toi pour ce podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver ou retrouver ce que tu fais? Alors, le plus simple, ce sera sur Instagram. Vous retrouverez la salle, c'est lasalle.pagex. Mhm. Find, c'est FIND_sport. Et sur LinkedIn, Floravis, WY2S. Voilà, Ok, donc comme ça, vous savez où retrouver facile. Flo. Je vous mettrai les liens dans la description du podcast. Flo, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir et du coup, je te souhaite une bonne journée. Salutations à la maison et on s'entend tout bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.